La mondialisation entre les cultures mobiles est éphémère, mais elle tend toujours à le simplifier et à renforcer des stéréotypes. Le Japon est censé illustrer une culture technologique, voire robotisée, tant que la culture française se veut plus artistique et littérature. Cette préparation de l'entrée se fait juste dans notre programme où les membres français sont scientifiques que la plupart, alors que les étudiants japonais sont plutôt littéraires. L'un des domaines de la France, comme le Japon, ont la plus grande influence au sein de la mondialisation de la diaspora. Riche d'un prestige séculaire, la France continue d'exporter ses boulangeries. Comme c'est Eric Kaiser, qui possède une quinzaine d'adresses au Japon, ces restaurants comme le château de Robichon à Tokyo, son vin et d'autres produits se montrent du luxe. La cuisine japonaise est réduite à quelques plats réinterprétés dans chaque pays avec autant de succès et de transformation que la pizza italienne. Les sushis et maki bénéficient d'une réputation de nourriture légère et saine ont ainsi inspiré la recette du California Roll. Désormais servi dans tous les ports restaurants japonais. À un niveau spatial de gastronomie, des échanges très riches ont lieu entre les cuisiniers japonais japonais qui viennent toujours se former dans les écoles françaises spécialement conçues pour les accueillir. Et les chefs français confirment qu'ils trouvent au Japon une source inépuisable d'inspiration avec des ingrédients comme le wasabi. Les modes de consommation comme le cru ou le teppanyaki est une esthétique plus fantastique. Le succès du manga, lui, est un phénomène unilatéral d'exportation culturelle. Ce qui est intéressant ici, c'est la différence de perception entre les pays. Au Japon, le manga a été considéré jusque très récemment comme une sous-culture pour enfants et adolescents, et plus digne d'être présenté à l'étranger. Monsieur Asso, l'ancien ministre des Affaires étrangères, est un fan de manga réputé qui a tout fait pour soutenir la diffusion de ces bons dessins, notamment à la Japan City. Mais son projet de musée du manga et l'anime à Tokyo, c'est très coûteux et jugé inutile par de nombreux japonais. Et actuellement, nous vivons en France. Tel n'est pas le cas en France, le premier pays lecteur de manga après le Japon lui-même. Ici, le manga et tous ses dérivés constituent une véritable passion qui conduit à une foule de jeunes à l'étude du Japon. On peut parler de culture de masse qui a gagné en France ses lettres de noblesse. Alors qu'au Japon, elle cherche encore à les conquérir. Donc, merci à Naoki Takashi de nous avoir présenté les politiques culturelles de nos deux pays et les images qu'ont la France et le Japon, les perceptions parfois fausses qu'on peut avoir du Japon et de la France. Moi, ce que je vais vous parler, c'est de l'état actuel de nos frontières. Donc, plus précisément, je parlerai des nombreux échanges de produits culturels. Cyril parlera des frontières culturelles qui subsistent et qui empêchent nos deux pays de pleinement se comprendre. Et Sayori terminera en nous présentant
la façon dont les Japonais voient l'immigration dans leur pays. Donc, tout d'abord, le sens de produits culturels le plus connu quand on parle du Japon, c'est les mangas, les animés et les jeux vidéo. Et de nos jours, on peut vraiment parler d'une manga mania. Donc, le chiffre le plus frappant que j'ai découvert pendant ces 2 semaines, c'est que maintenant, dans les rayons de BD des grands magasins, plus de 45% des nouveautés, c'est des mangas. Donc, ça veut dire que presque la moitié des nouveautés qu'il y a dans nos rayons, c'est la littérature japonaise. Et c'est pas étonnant quand on sait que le deuxième pays consommateur de manga dans le monde, c'est la France. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on se balade dans des grandes librairies en ville, comme la Fnac ou chez du Nord à Lille, il y a des rayons complets, voire un étage complet qui sont dédiés au manga. Un autre événement de l'année qui symbolise l'attraction dont les Français envers le Japon, c'est la Japan Expo qui a lieu fin juillet. D'ailleurs, de nombreux étudiants viennent y travailler de nos jours. Et c'est un phénomène qui, au fur et à mesure de ces éditions, devient de plus en plus populaire. Les autres échanges, vraiment, on va parler ici, c'est les animés et les jeux vidéo. Donc les animés, ce que c'est en fait, c'est des films d'animation japonais. Peut-être le plus connu, mais aussi le plus simpliste, c'est Pokémon. Ça fait 10 ans que ça touche nos générations et ça continue. J'ai vu que les derniers jeux vidéo qu'ils avaient produits étaient toujours aussi populaires. Mais on a aussi des opus comme les Final Fantasy, ça fait de la 13e édition qui sort, et c'est toujours aussi populaire dans le monde. Et évidemment, le Japon aussi, c'est des entreprises comme Sony ou Nintendo, dont les noms résonnent partout et qu'on commence à parler de jeux vidéo. Donc, je vais laisser la parole à Cyril qui va malheureusement nous parler de ce qui coince encore entre les deux pays. Donc, jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé des échanges de matériel culturel, comme les mangas, les animés, tout le contenu de subculture. Nous allons maintenant parler des frontières culturelles qui empêchent une communication parfaite entre la France et le Japon. Donc, nous avons choisi d'aborder ce problème dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui empêche les entreprises françaises et japonaises de travailler ensemble la plupart du temps? C'est un problème important. C'est pour ça que la Polytechnique, dont je suis certains membres de ce forum, a décidé de créer une chaire sur le management multiculturel qui vise à étudier comment gérer des équipes constituées de personnes ayant des cultures différentes.